commencé vraiment à me remettre dans la lecture au 15 juillet à peu près. Donc je n'ai lu que 4 romans, mais 4 dont 3 gros romans. 3 romans de 700 pages et un tout petit de 200. Donc c'est parti pour mon update lecture et mes avis. On commence du coup avec De lave, de métal et de rage d'Alexiane de Lys, publié chez Michel Lafon. Donc c'est le plus petit roman que j'ai lu. Il fait 200 pages, si je ne dis pas de bêtises, vraiment. Ouais, c'est vraiment 195 pages, donc c'est vraiment petit. Et on va suivre dedans, du coup, c'est un préquel d'une saga qu'elle a déjà sortie, qui est 200 d'écume et de glace, dans lequel on va suivre Perséphone. Donc dans la saga initiale, on suit Perséphone, une jeune fille, une ado, même 17 ans, qui est harcelée, exclue. Elle se sent vraiment pas bien dans sa peau, et pour cause, elle se rend compte en fait quand elle a envoyé chez sa tante en Bretagne au bord de l'océan, pas que c'est pas une fille normale, que c'est pas une fille comme les autres. En fait, c'est une sirène, mais pas n'importe quelle sirène. Et du coup, c'est vraiment une saga, c'est une trilogie où on va vraiment être dans un monde immersif de sirènes, de biologie marine, et c'est vraiment très 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 bien construit. C'est de la romantésie. Et on suit vraiment Perséphone dans ses aventures. Quand je vous dis c'est très bien construit, c'est pas juste il existe des sirènes et puis voilà, on les suit. C'est vraiment un cran au-dessus. Il y a des races de sirènes, il y a des marquages, des traditions, un peuple vraiment. Enfin, c'est vraiment quelque chose, un cran au-dessus de tout ce que moi personnellement j'ai pu lire sur les sirènes. Donc, dans ce préquel, on va suivre, ça sera sur une autre temporalité. Il faut lire la saga initiale pour le comprendre, sinon on ne peut pas le comprendre. Et on suit en fait les parents de Perséphone, alors que Perséphone n'est pas encore vivante, elle n'est pas encore née, plutôt, c'est plus français. Donc on va suivre ses parents, notamment son père. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce préquel, j'attends juste le tome 2, c'est un peu plus lent, c'est un rythme vraiment plus lent que la saga initiale, mais je pense que c'est normal et que c'est utile même pour comprendre tout l'univers et pour comprendre les choix du personnage principal, donc Victor. C'est vraiment utile. Sinon on comprend pas. Vraiment, sinon on comprend pas pourquoi il a fait ça, à quel moment il l'a fait, etc. Et il faut vraiment établir. Après c'est 200 pages, donc 200 pages sur un rythme plutôt moyen à lent, c'est pas non plus catastrophique. Donc franchement j'ai plutôt bien aimé. Là on n'est pas sur de la romantésie, on est vraiment sur un préquel d'une histoire pour comprendre vraiment le monde, parce que je vous dis c'est un monde très riche. Et franchement j'ai bien aimé, j'attends le tome 2 que je vais acheter aux Aliénales en octobre, donc dans 2 mois, en octobre 2026. Je vais au salon du livre, donc les Aliénales qui se trouvent juste à côté de chez moi, et j'achèterai du coup le deuxième tome de ce préquel. Ensuite, parce que j'ai lu une saga, donc une trilogie, toujours, je suis addict aux trilogies, j'ai l'impression. J'ai lu la trilogie de Rebecca Yarros, Empyrier. Donc, je vais commencer avec Force Wing. Donc, j'ai lu les 3 tomes d'affilée. J'ai vraiment bien aimé. Mon premier reste le tome 1, contrairement à beaucoup qui, eux, sont plus sur le tome 2. Je peux comprendre pourquoi vous êtes sur le tome 2, je peux comprendre pourquoi vous adorez le tome 2, mais à mon sens, le tome 1 reste le meilleur. Franchement, il reste le meilleur au niveau tension, romantésie, etc. Le tome 1, c'est le mieux, je trouve. Après, le tome 2, j'ai beaucoup aimé aussi. Mais la première partie, il est divisé en 2 parties. Et la première partie, c'est ce qui m'a le plus rebuté entre guillemets dans cette saga. Je trouve qu'elle est vraiment très lente. On s'attend toujours à ce qu'il se passe quelque chose et il se passe jamais rien. On a du coup Violette qui a toujours peur, qui est toujours aux aguets, etc. Mais il se passe jamais rien. Donc pour moi, le tome 2, c'est pas le meilleur. Après, je comprends pourquoi d'autres personnes le trouvent vraiment bien, parce que franchement il se passe plein de trucs en deuxième partie. Mais le premier tome, c'est là où vraiment l'univers s'installe. Univers incroyable. La beauté des livres aussi, franchement c'est super beau. Et c'est là où on va vraiment apprendre à connaître Violette, apprendre à connaître ses faiblesses, ses forces. Et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome. Je vais vous le résumer quand même pour ceux qui n'auraient pas entendu
suis Violette Sorangay. Violette qui est une fille qui a toujours travaillé pour être scribe, pour entrer dans le cadre des scribes. Être scribe, c'est être un peu une historienne, j'ai envie de dire, mélangée avec une bibliothécaire. Voilà. Donc c'est les personnes qui vont vraiment relater l'histoire par des écrits et qui prennent soin des livres en bibliothèque. Et elle a travaillé toute sa vie pour rentrer dans ce quadrant-là. Elle adore les livres, elle adore l'histoire et elle adore étudier. Mais son père était un scribe et sa mère une cavalière. Et sa mère, en fait, 6 mois avant l'entrée dans les quadrants, elle va la forcer à s'entraîner pour être cavalière et elle va la faire devenir cavalière. Ce que Violette ne veut pas forcément, mais elle n'a pas le choix, sa mère l'oblige. Sa mère c'est une générale, donc Violette elle ne doit pas discuter. Elle fait, c'est tout. Donc elle s'entraîne, elle se bat. Il faut savoir que le cadran des cavaliers c'est un cadran mortel. Il faut passer des épreuves mortelles pour y intégrer. Et Violette, c'est pas la plus forte de toutes. Elle fine, ses os cassent facilement, ses tendons lâchent facilement. Elle a pas beaucoup de force brute. Elle est très intelligente, mais la force et le physique, c'est clairement pas son avantage. Mais pour autant, mais si elle veut vivre, elle va devoir s'accrocher, continuer et se battre parce qu'elle n'a pas le choix. Une fois qu'on est rentré, qu'on a passé le parapet, on peut plus revenir en arrière. Et Violette, du coup, on la suit dans cette histoire. Bien sûr, elle arrive à passer le parapet, mais pas sans contrainte. Elle va se faire des ennemis, pas n'importe lesquels. Et elle se rend compte que la vie, elle va être très difficile. Elle doit toujours garder l'œil ouvert, toujours faire attention à qui est derrière elle, parce que sinon elle risque de mourir clairement. Donc en gros, pour le résumer, grossièrement, vraiment grossièrement, donc c'est une romantésie également en trilogie. Et comme je disais, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Le tome 1, on va vraiment apprendre à découvrir Violette, on va vraiment apprendre à découvrir la vie aux 4 ans. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils le font, comment ils font pour survivre, les épreuves qu'ils doivent passer, etc. On va vraiment tout découvrir. Et du coup, j'ai vraiment préféré le tome 1 pour ça. J'ai quand même mis un bon 200 pages à rentrer dedans et à comprendre l'univers. Surtout que j'ai commencé à lire ce livre après ma panne de lecture. Donc en fait, j'ai arrêté ma panne de lecture grâce à celui-ci. Mais c'est un tout petit livre que je connaissais l'univers, donc pas trop besoin de réfléchir. Et ensuite, j'ai tout de suite commencé ça en sachant que ma panne de lecture a duré plusieurs mois. Pendant plusieurs mois, j'ai essayé de lire et j'ai tout le temps DNF mes livres. J'arrivais pas à rentrer dedans, j'arrivais pas à me concentrer. Et j'ai commencé par ça. Donc vraiment, j'avais le cerveau en bouillie les 200 premières pages. Mais au final, ça va. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'intrigues, il y a beaucoup de complots politiques, etc. Franchement, c'est génial. Mais les 200 premières pages, fallait que je m'accroche. Sinon, c'était fini pour moi. La panne de lecture, elle revenait aussitôt. Mais je me suis accrochée et très belle découverte. Donc, mon avis sur le tome 1, génial. Allez-y si vous l'avez pas encore lu, je ne sais pas ce que vous attendez. Vraiment pas. Je vais donner mon avis sur le tome 2. Donc, pour les personnes qui ne l'ont pas lu, partez de cette vidéo. Revenez à la fin parce que je risque de spoiler un petit peu. Je préfère prévenir. Donc, mon avis sur le tome 2, pareil. Franchement, il est génial, mais il se divise en 2 parties. Donc on va suivre Violette tout du long, mais il se divise en 2 parties. Et franchement, la première partie je la trouve très longue. La deuxième partie avec Rayson, la bataille, la mort de Liam, etc. Incroyable. J'ai pleuré. Je pense comme beaucoup de personnes. Dites-moi si vous aussi vous avez pleuré, mais moi j'ai pleuré vraiment beaucoup. Je pense que c'est l'un, à part Akotar, le 3e tome, je pense que c'est l'un des seuls livres qui m'a fait pleurer. Ashling for the Sky m'a fait pleurer le tome 2, Akotar, le 3e tome, et lui. Donc, il m'a fait pleurer. C'est la vie, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai voulu continuer. Je me suis accrochée à la première partie parce que vraiment c'était long. J'avais du mal à y revenir. J'avais du mal à ouvrir mon livre, à lire. Ça traînait en longueur. Je sais pas pourquoi. Je pense que il fait 700,
Je pense franchement qu'il aurait pu en faire 500. Mais c'est tout. J'ai adoré ma lecture. J'ai passé un très bon moment. Mais le premier tome, enfin la première partie du deuxième tome, vous voyez, il faisait partie des livres où on n'a pas forcément envie de lire. Mais quand on est plongé dans la lecture, ça se passe bien. On peut lire 1 heure, 2 heures sans problème. Mais il faut l'ouvrir le livre. Ça m'a fait ça sur la première partie. La deuxième partie, j'arrivais pas à le lâcher. Par contre, la première, plus compliquée. Concernant la deuxième partie, alors la fin, il faut qu'on parle de la fin. Je m'y attendais pas du tout. Xaden qui se transforme en venin. Ah, je m'y attends pas. Je m'y attendais pas du tout. Mais j'ai une théorie que je vais vous dire tout à l'heure pour le troisième tome. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je comprends le but de pourquoi il se transforme en venin. En tout cas, ça, dans ma tête, je la comprends. Je sais pas pour vous, mais dans ma tête, je la comprends. Par contre, je comprends pas pourquoi Liam est mort. Il n'y a aucune raison qu'il meure. Je comprends pas. Mais bon, c'est Rebecca Yarros qui a décidé. Hein. C'est tout, c'est comme ça. Je sais que le tome 4, elle a dit... Enfin, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi il est très triste. S'il vous plaît, ne nous enlevez pas Ridoku. Je l'aime trop. Il y a un humour incroyable. Vraiment. J'ai un petit doute sur Mira. Mais en même temps, ou Priman. Je ne sais pas. Bref. Donc, deuxième tome, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé. La première partie un peu moins. Ça se lit, mais un peu moins. Par contre, la deuxième, incroyable. Vraiment incroyable. Troisième tome qui est un peu plus court que les autres. Où là, par contre, on comprend beaucoup de choses. On comprend déjà le deuxième saut de Violette. Forcément, donc attention, il y a toujours des spoils. Hein. Toujours. Si vous n'avez pas lu le troisième tome, partez d'ici. On comprend le deuxième saut de Violette. On comprend aussi beaucoup de choses. On comprend le saut d'Arc qui va être un saut très puissant, je pense. Enfin, qui va beaucoup leur servir, en tout cas. Donc Violette qui peut rentrer dans les rêves. Moi, je me dis que si elle arrive à manipuler ce rêve, enfin ce saut, qu'elle arrive à le contrôler, ça peut être un truc de fou. Entre Arc, qui sait pour moi lire l'avenir, mais plus encore que l'autre là avec Kodak, Melgren je crois, plus encore que lui il voit que l'issue des batailles. Arc il voit tout, je pense. Si elle arrive à le contrôler et que les deux arrivent à le contrôler, ils peuvent être super forts ensemble, vraiment. Le troisième tome, personnellement j'ai beaucoup aimé. Pourquoi j'ai aimé? Pour plusieurs raisons. Déjà, on comprend beaucoup de choses sur Andarna et on suit beaucoup plus Andarna qui, à mon sens, n'était pas assez exploitée dans les 2 premiers tomes. On la voyait, on entendait certaines choses, mais c'était pas... Voilà. Là, on suit vraiment l'histoire d'Andarna, on va chercher sa famille, on essaye de comprendre ce qui se passe avec elle, etc. Et je pense qu'on est à une infime partie, c'est vraiment... On voit que le sommet de l'iceberg. À mon sens, il y a vraiment encore beaucoup de choses à explorer sur Andarna, beaucoup de choses à explorer sur le fait qu'elle ait un lien, qu'elle ait créé un lien avec Violette. Pour moi, c'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin. Et du coup, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est les petites... à chaque fois, l'autrice, donc Rebecca Yarros, elle nous donnait des petits indices sur l'intrigue, sur ce qui allait se passer. Donc déjà à la fin, Xaden y part. Ok, il se marie. Et Violette demande à Imogen de lui effacer ses souvenirs. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi elle lui demande d'effacer les souvenirs. Okay. Il y a Xaden qui a parlé de son plan avec Scale. On connaît pas le plan, mais on sait que Scale dit: est-ce que tu penses qu'elle va vouloir, en parlant de Violette, est-ce que tu penses qu'elle va vouloir t'aider? Xaden lui dit: elle aura pas le choix, elle-même, elle va m'aider. Pour moi, Violette a refusé. Mais elle voulait pas abandonner Xaden. Pour moi, Violette a laissé partir Xaden. Et elle a demandé à Imogen de lui effacer la mémoire pour quand même essayer de le retrouver. Parce qu'elle savait pertinemment que si, au vu de tout ce qu'il lui avait dit, si elle essayait pas de le retrouver, enfin si elle perdait pas la mémoire, elle essayerait pas de le retrouver, elle le laisserait s'enfuir, elle le laisserait partir. Pour moi, c'est l'explication que j'ai en tête.
a ce qu'il veut. Enfin, il a, lui, ce que Violette veut. Au début, je pensais que c'était le contrôle de son pouvoir. Je pense pas au final. Je pense que s'il veut, enfin, la seule chose que Violette pourrait vouloir, il parle souvent d'amour, il parle souvent de qu'est-ce qui se passe. Enfin, j'arrive pas très bien à trouver les mots, mais il parle souvent de que ce soit par amour ou par obligation, elle les rejoindra. Et à un moment donné, il y a une histoire de fils. Il lui dit si tu veux, ton fils pourra vivre si tu nous rejoins. C'est ce qu'il lui dit, ce sont ses mots. Une phrase après dans ce style-là. Pour moi, Violette est enceinte. Surtout que on a vu une photo que Rebecca Yarros a publiée où Violette avait un enfant dans les bras, où il y avait un enfant, un petit garçon à côté d'elle. Pour moi, Violette elle est enceinte, mais elle est tombée enceinte quand Xaden était venin. Et du coup, le mélange des deux. Et pour sauver son enfant, elle va devoir les rejoindre pour qu'ils lui donnent un antidote. Parce que pour moi, il n'y a que les venins qui connaissent l'antidote et qui l'ont. Je peux me tromper sur toute la ligne, c'est fort probable, mais c'est mon avis. Il y a eu plusieurs fois dans le tome 3 où on laisse entendre, on parle d'héritier au trône, on parle d'enfant, que c'est ni toi ni moi n'avons d'enfant, en parlant à son cousin. Le sage, il lui parle d'enfant aussi. Il lui dit ton fils, il lui a clairement dit ton fils. Donc, c'est peut-être une théorie tirée par les cheveux, mais ça m'étonnerait pas forcément de Rebecca Yarros. J'espère de tout cœur me tromper, parce que si j'ai deviné, je serais complètement déçue. Je lirai quand même la suite au vu de la fin du tome 3, c'est sûr, mais je serais déçue. Voilà. Maintenant, j'attends avec impatience le tome, je sais plus comment il s'appelle. Je vous mets une photo, si j'arrive à trouver une photo, sur le battage. On va voir que c'est done, etc. À son battage, j'aimerais vraiment, moi, retrouver dans ce tome Mira, Brinam, je sais, moi je dis Brinan, bref. J'aimerais bien retrouver Mira, Brinan, j'aimerais bien retrouver, je me suis dit pourquoi pas Sloan, Liam, Xaden, on sait qu'il y sera, Ritok aussi, parce que Ritok il est incroyable, l'humour qu'il a avec son machin là, avec son dragon, avec son machin, l'humour qu'il a avec son dragon, j'adore, franchement, ils se jettent la pierre, c'est les mêmes en dragon et en humain, j'adore, on dirait deux gosses, ils sont hilarants. Ensuite j'aimerais bien retrouver donc, je me dis pourquoi pas Imogen, même si je vois pas trop, en fait je sais pas si vous l'aimez bien Imogen, mais moi je l'aime bien, mais c'est pas, voilà, un peu, je m'en fiche un peu quoi. Mais du coup j'aimerais bien comprendre un peu plus le personnage, pour justement l'apprécier un peu plus. J'aimerais bien voir Sawyer, parce que c'est pareil, c'est un perso qu'on n'entend pas beaucoup, on voit pas beaucoup, et j'aimerais bien voir Sawyer. J'adorerais avoir Arik, et je me suis dit pourquoi pas avoir la générale, la mère de Violette, ce serait pas mal, la mère de Violette. Voilà, un petit peu ce que j'aimerais moi retrouver pour comprendre un petit peu plus, pour avoir en tout cas, en fait pour moi ce tome il va vraiment servir à comprendre un peu plus chaque personnage secondaire qu'on voit pas assez, même si c'est sûr qu'ils vont nous mettre des persos comme Xaden qu'on connaît très bien, Liam je pense, enfin voilà, on les connaît, on sait comment ils sont, etc. Mais des personnages un peu plus secondaires qu'on n'entend pas beaucoup, Imogen, Sawyer, le Brinan, Mira, la générale, la mère de Violette, tout ça c'est des persos qui seraient à mon sens intéressants de retrouver dans ce tome pour pouvoir vraiment essayer de comprendre leur façon de penser. Après voilà, c'est mon avis. Mais du coup voilà, dis-moi toi, quel perso t'aimerais bien retrouver? Si t'as lu la saga Empyrier, n'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire. Pareil, du coup si t'as lu la saga de Sang d'écume et de glace, n'hésite pas à me
lu au mois de juillet. Ça fait beaucoup de